Il existe encore des endroits sur la planète où avancer ne signifie pas toujours arriver. Des territoires dominés par la glace permanente où l'environnement ne prévient pas, ne négocie pas et n'accorde aucune seconde chance. Et pourtant, en plein XXIe siècle, certains peuples continuent d'y vivre. Pas par goût de l'épopée, pas par défi, mais parce que s'adapter a été la seule manière de ne pas disparaître. Dans ces territoires extrêmes, survivre ne consiste pas à résister, mais à comprendre l'environnement avant qu'il ne décide à ta place. Et c'est alors qu'émerge la question qui marque le début de ce voyage. Comment vit-on lorsque le monde qui nous entoure est fait de glace et que chaque décision peut être irréversible? Bienvenue sur Chronamonde. Aujourd'hui, nous partirons à la découverte de 7 peuples réels qui ont construit leur mode de vie au cœur de certains des paysages glacés les plus extrêmes de la planète. Avant de continuer, abonne-toi et active les notifications. Tu feras partie d'une communauté qui ne recherche pas le spectacle, mais la compréhension. Reste avec nous jusqu'au bout, car ce n'est qu'alors que tu pourras comprendre ce qui est réellement en jeu, lorsque la glace commence à disparaître. Arrête ton regard ici. Lorsque nous parlons de glace permanente, nous ne parlons pas uniquement de ce qui est visible. Nous parlons de régions où le froid domine, parfois sous forme de glace apparente, parfois sous celle d'un sol qui ne dégèle jamais. Un terrain connu sous le nom de pergélisol, gelé, il soutient la vie, tout en la conditionnant. Et c'est d'ici que commence notre voyage. Un parcours où s'arrêter n'est pas toujours une option. Car parfois, rester immobile peut représenter le plus grand des dangers. 1. Nenets, vivre sans s'arrêter. Au nord de la Sibérie, sur la péninsule de Yamal et dans les toundras qui s'étendent jusqu'à la mer de Kara, le sol reste gelé toute l'année. C'est une région de l'Arctique où rester immobile peut être plus dangereux qu'avancer. Car ici, le mouvement n'est ni une habitude ni un choix culturel. C'est une nécessité absolue. La vie quotidienne commence bien avant le départ. Chaque journée débute par une lecture attentive de l'environnement. Le vent, la dureté de la neige, la manière dont la glace réagit sous le poids du troupeau. Rien n'est observé au hasard, tout est évalué, car une mauvaise lecture du terrain n'entraîne pas seulement des retards. Elle peut signifier la perte de rennes lors d'une tempête soudaine ou l'immobilisation dans une zone où la nourriture disparaît en quelques jours. Ce mode de vie se développe sur l'une des plus vastes étendues de pergélisol de la planète. Un sol qui ne s'assouplit pas, ne se creuse pas et ne permet pas d'installation durable. Lorsqu'un lieu devient impropre, il faut partir. Rester trop longtemps au même endroit épuise les pâturages et compromet la survie du groupe comme celle du troupeau. C'est pourquoi chaque déplacement se calcule non en kilomètres, mais en jours de nourriture disponible. Chaque année, ces familles parcourent jusqu'à 1000 kilomètres à travers des toundras gelés, accompagnés de leurs troupeaux de rennes. Il n'y a ni route, ni panneau, ni itinéraire visible. Les chemins ne sont pas tracés sur des cartes, mais inscrits dans la mémoire collective, appris dès l'enfance et ajustés de génération en génération, selon le comportement de la glace et de la neige. Une règle s'impose sans discussion. Lorsqu'un renne refuse d'avancer, le groupe s'arrête. L'animal perçoit des changements du terrain que l'œil humain ne détecte pas toujours. Ignorer ce signal a provoqué par le passé des pertes de troupeaux et des migrations ratées, documentées par des ethnographes de l'Arctique. La naissance des enfants n'interrompt pas le mouvement. Les enfants grandissent en déplacement, apprenant très tôt à reconnaître les tempêtes, les fissures dissimulées et les variations infimes de la neige qui signalent alors le danger. L'enfance n'est pas séparée de la survie. Elle en fait partie dès le premier instant. Le foyer est le tchoum, une structure conique conçue pour être montée directement sur la neige et la glace, résister au vent constant et être démontée en quelques heures.
Elle n'est pas faite pour durer. Elle est faite pour accompagner. Même son implantation obéit à des règles précises, l'orientation par rapport au vent, la proximité du troupeau et la distance avec les zones où la glace peut céder. Un tchoum mal placé n'est pas inconfortable, il est dangereux. Tout le système de vie tourne autour du renne. Il fournit nourriture, vêtements, transport et outils. Chaque partie est utilisée non par tradition symbolique, mais par nécessité absolue. Sans cet animal, la vie à ces latitudes serait impossible. La relation est fonctionnelle, quotidienne et totale. Mais vivre ainsi laisse des traces qui ne sont pas toujours visibles. L'exposition prolongée au froid extrême entraîne une usure articulaire, une fatigue chronique et un vieillissement prématuré du corps. Des effets documentés par des études médicales menées auprès de populations nomades de l'Arctique. Survivre ici a un coût silencieux qui s'accumule au fil des années. Lorsque, au XXe siècle, on a tenté d'imposer de l'extérieur un mode de vie sédentaire, l'équilibre s'est rompu. Avec la perte du mouvement et des troupeaux sont apparues la pénurie, la dégradation de la santé et la désintégration sociale. Le problème n'était pas le climat, c'était l'altération du système qui permettait d'y vivre. Pour ce peuple, vivre ne consiste pas à résister à un hiver. Cela consiste à maintenir l'équilibre dans un environnement qui ne s'arrête jamais. Mais tous les paysages de glace ne se comportent pas de la même manière. Au-delà de ces plaines, avancer ne signifie plus s'appuyer sur le sol. Cela signifie faire confiance à une surface qui peut céder à tout moment. Et c'est là que nous nous dirigeons maintenant. 2. Yupik, quand le sol peut disparaître. Sur les côtes de l'ouest de l'Alaska et à l'extrême est de la Sibérie, la terre ferme s'achève brutalement. Au-delà, il ne reste que l'océan gelé. Ici, il n'existe ni sol stable ni frontière nette entre la terre et la mer. La vie se déploie dans une zone incertaine entre l'eau et la glace de mer, une surface qui se forme et se rompt chaque année sans jamais offrir de garantie réelle. La routine quotidienne repose sur un équilibre extrêmement fragile. Avant de partir, rien n'est tenu pour acquis. On observe la direction du vent, la température de l'air, le comportement des marées et l'aspect de la glace près de la côte. Un changement soudain peut détacher une plaque entière et la séparer du continent en quelques minutes. Lorsque cela se produit, il n'y a pas de retour possible. La chasse se pratique sur une glace mobile. On n'avance pas sur une terre ferme, mais sur une surface qui craque, se tend et se fissure sous le poids du corps. Un pas mal évalué peut provoquer l'effondrement d'une zone fragilisée par les courants marins. Ici, survivre dépend de la capacité à comprendre la glace comme un élément vivant. Tous les blancs ne se valent pas. Tous les sons ne signifient pas la même chose. La glace jeune est plus sombre et plus souple. La glace ancienne est plus claire et plus résistante. Un craquement sec n'a pas le même sens qu'un bruit creux. Ces différences, imperceptibles pour un étranger, tracent la frontière entre avancer et reculer. Ce savoir n'est ni écrit ni systématisé. Il se transmet oralement et par la pratique, de génération en génération, car l'apprendre trop tard peut coûter la vie. Ici, il n'y a pas de place pour l'essai et l'erreur. La mer impose le rythme de tout. Les marées déterminent quand partir, quand revenir et quand il est plus sûr de ne pas bouger. Une marée mal évaluée peut ouvrir des chenaux d'eau entre des plaques de glace en apparence solides, isolant ceux qui se trouvent dessus. Le climat ne se consulte pas et ne se prédit pas avec exactitude. Il s'interprète à partir de signes accumulés sur des années. Les accidents ne sont pas une possibilité lointaine. Ils se sont répétés pendant des décennies et font partie des avertissements les plus anciens. Chasseurs entraînés au large sur des plaques détachées, chutes dans des eaux à des températures mortelles, sauvetages impossibles.
On ne s'en souvient pas comme de tragédies exceptionnelles, mais comme de rappels constants de ce qui arrive lorsqu'on accorde trop de confiance. Dans ces « hauts », la survie après une chute se mesure en minutes. Le froid paralyse les muscles, rend la respiration difficile et neutralise presque immédiatement la capacité de réaction. C'est pourquoi chaque sortie est planifiée comme si elle était irréversible. Cette réalité impose une vigilance permanente, où chaque décision compte. La question n'est pas de savoir si la glace peut se briser. La question est de savoir si tu saurais reconnaître l'instant précis juste avant que cela n'arrive. Confierais-tu ta vie à une couche de glace en sachant qu'elle peut céder à tout moment? Si cela te paraît déjà impossible, prépare-toi à affronter un environnement où rien ne semble bouger et où pourtant il est facile de disparaître. Ici, le danger ne flotte pas et ne se fragmente pas. Il est constant et il t'entoure. 3. Evenks, s'orienter dans le vide. À l'intérieur de la Sibérie, loin des côtes et de toute référence humaine stable, le paysage devient homogène. Il n'y a ni horizon reconnaissable ni point fixe servant de repère. Seulement la taïga, la toundra et la neige qui s'étendent dans toutes les directions, sans limite visible. C'est dans cet environnement que vivent les Evenks, un peuple autochtone nomade dont la survie dépend du déplacement et de la chasse dans l'un des territoires les plus silencieux de la planète. Ici, la chasse ne suit ni sentier balisé ni itinéraire évident. Elle repose sur la lecture de traces presque imperceptibles dans la neige durcie, l'interprétation de branches cassées, de variations minimes du terrain et de changements subtils dans le comportement des animaux. Chaque indice est incomplet en lui-même. Il ne prend sens que lorsqu'il est relié à un savoir accumulé au fil des années. En hiver, lorsque les températures descendent jusqu'à 40 degrés, l'environnement devient visuellement uniforme. Le paysage perd toute profondeur. Le ciel et le sol se confondent en une seule surface blanche. Dans ces conditions, la perception se dérègle facilement. Même des personnes ayant vécu ici toute leur vie peuvent se désorienter si leur attention faiblit trop longtemps. Il n'existe ni panneau, ni repère, ni chemin permanent. L'orientation repose sur la mémoire spatiale du territoire, la position du soleil lorsqu'il apparaît brièvement, la direction dominante du vent et de petits détails visibles uniquement par ceux qui ont appris à les observer dès l'enfance. Une erreur d'évaluation peut signifier marcher pendant des heures dans la mauvaise direction, en consommant énergie et ressources sans possibilité de correction. Pour se déplacer, ils utilisent les rennes comme moyen de transport et pas seulement comme ressource. Ces animaux permettent de parcourir de longues distances en transportant provisions, armes et abris légers. Ils servent aussi de repères vivants dans un paysage qui n'offre aucun point fixe. Sans eux, traverser la taïga gelée durant les mois les plus rudes serait impossible. Mais le plus grand défi n'est pas toujours physique, il est mental. L'isolement prolongé, le silence absolu et l'absence de stimulation constante affectent la perception, le jugement et la résistance psychologique. Ici, le silence n'est pas un repos. C'est une présence permanente qui oblige à maintenir une attention soutenue, car tout son inhabituel peut constituer un signal critique. Ici, perdre l'attention peut signifier ne jamais revenir. L'esprit ne peut pas errer sans conséquence. Maintenir la concentration pendant des heures, voire des jours, fait partie intégrante de la survie. C'est pourquoi, dès l'enfance, ils apprennent non seulement à chasser ou à se déplacer, mais aussi à gérer le silence, la solitude
et la pression d'un environnement qui n'offre aucune seconde chance. Le savoir se transmet de manière directe à travers l'expérience partagée. Il ne s'agit pas seulement de savoir s'orienter, mais de reconnaître le moment où la fatigue commence à troubler le jugement, quand il faut s'arrêter et quand il faut avancer malgré l'épuisement. Savoir écouter l'environnement est aussi essentiel que savoir s'y déplacer. Sur ce territoire, se perdre ne signifie pas seulement ne plus savoir où l'on se trouve. Cela signifie ne pas savoir si l'on aura la force nécessaire pour revenir. Et cette possibilité accompagne chaque déplacement, chaque journée de chasse, chaque décision prise dans le silence. La survie ne dépend pas ici uniquement de la technique ou de la force physique. Elle dépend de la capacité à maintenir l'esprit stable dans un environnement qui efface les repères, réduit les stimulations et sanctionne la moindre inattention. C'est pourquoi sur ces terres, ce n'est pas seulement le corps qui est mis à l'épreuve, mais aussi la continuité d'un mode de vie reposant autant sur l'équilibre mental que sur la connaissance du terrain. Car il existe encore des lieux où le véritable danger n'est plus de se perdre, mais d'arriver trop tard. Et c'est vers l'un de ces lieux que se poursuit ce voyage. 4. Dolgans, quand le temps s'épuise. Sur la péninsule de Taïmyr, à l'extrême nord de la Sibérie, le paysage s'ouvre sans offrir de refuge. C'est l'une des régions habitées les plus froides de la planète, où la toundra s'étend sans obstacle et où le vent parcourt de vastes distances sans rencontrer quoi que ce soit pour l'arrêter. Ici, le sol reste gelé toute l'année et l'environnement n'accorde ni répit ni zone sûre. La vie quotidienne s'organise autour d'un calendrier extrême. Elle ne se mesure pas en saison clémente, mais en fenêtres d'opportunités très brèves. La chasse et la pêche se pratiquent sous la glace en ouvrant des passages dans des surfaces gelées depuis des mois. Chaque sortie exige un calcul précis, l'épaisseur de la glace, la température de l'air, la distance à parcourir et le moment exact du retour. Les habitations sont construites directement sur le pergélisol, un sol qui ne s'assouplit jamais et qui empêche toute construction profonde ou permanente. Tout doit s'adapter à une base instable, où même un dégel partiel peut déformer ou détruire ce qui a été bâti. Ici, on ne construit pas pour des décennies, mais pour résister au prochain cycle de froid et de vent. Pendant des générations, ce peuple a combiné la chasse, la pêche et l'élevage de rennes, avec des déplacements saisonniers qui maintenaient un équilibre délicat avec l'environnement. Rien n'était laissé au hasard. Les itinéraires, les lieux d'arrêt et les durées de séjour étaient ajustés à une connaissance précise de la glace et des ressources disponibles. Ce système a permis d'habiter l'une des régions les plus dures de la planète sans épuiser le territoire. Tout au long du XXe siècle, la population a diminué de manière constante. La sédentarisation forcée, la scolarisation externe et la perte d'autonomie économique ont accéléré l'abandon du nomadisme. En cessant de se déplacer, ce ne sont pas seulement les habitudes qui ont changé, c'est la base même de leur mode de vie qui a été altérée. Avec la perte du mouvement sont apparus d'autres effets, moins visibles. La langue a commencé à être de moins en moins utilisée au quotidien. Les récits, les cartes mentales et les savoirs liés à la glace ont cessé d'être transmis de manière continue. Aujourd'hui, nombre de ces pratiques ne subsistent plus que dans la mémoire des anciens, comme des fragments d'un système qui ne peut plus se maintenir pleinement. Les dernières générations nomades vivent à un point critique. Elles ne luttent pas uniquement contre le climat extrême. Elles tentent de préserver une identité complète dans un environnement qui ne laisse plus de marge d'adaptation. Le problème n'est pas que le savoir soit devenu inutile. C'est qu'il y a de moins en moins de personnes capables de l'hériter et de le mettre en pratique. Ici, le danger ne se manifeste ni de manière immédiate, ni spectaculaire.
Ce n'est ni une tempête soudaine, ni une fissure visible dans la glace. C'est un processus lent, silencieux et définitif, au cours duquel une culture entière s'affaiblit, à mesure que disparaissent les conditions qui ont rendu son existence possible. La question que nous laisse ce lieu dépasse le froid et le territoire. Que se passe-t-il lorsqu'un environnement extrême ne met plus seulement le corps à l'épreuve, mais la survie même d'une culture entière? Nous avons déjà franchi la moitié du voyage. Reste avec nous, car ce qui vient maintenant n'est pas seulement plus extrême, c'est un mode de vie qui peut se briser sans faire de bruit. 5. Samis, camp. Le froid devient identité. Dans le nord de l'Europe, au-delà des cartes touristiques et des itinéraires habituels, s'étendent de vastes régions de toundra gelée traversant la Norvège, la Suède, la Finlande et l'extrême nord-ouest de la Russie. C'est sur ce territoire que vit le peuple sami, une communauté pour laquelle l'hiver n'est pas une saison parmi d'autres, mais une présence prolongée qui rythme l'ensemble de la vie. Pendant des générations, l'élevage de rennes a constitué l'axe structurant du territoire. Les déplacements suivaient des itinéraires précis, définis par le climat, la neige et une mémoire collective construite au fil des siècles. Se déplacer ne relevait ni de l'improvisation ni de l'errance. C'était comprendre quand avancer, quand s'arrêter et comment maintenir un équilibre constant entre les troupeaux, le sol et les cycles naturels. L'hiver polaire, avec ses mois d'obscurité presque totale, n'était pas vécu comme une menace à vaincre. C'était un environnement auquel s'adapter. Le froid s'est intégré aux vêtements, aux techniques de déplacement, au langage et à la manière d'interpréter le monde. Ici, survivre ne signifiait pas lutter contre la glace, mais apprendre à vivre avec elle et à anticiper ses transformations. Les routes de pâturage exigeaient de vastes espaces ouverts afin que les troupeaux puissent se déplacer sans interruption. Mais cet équilibre a commencé à se fragmenter. Avec l'expansion du monde moderne, les itinéraires traditionnels ont été coupés par des routes, des frontières administratives, des exploitations minières et des projets énergétiques. Des espaces continus pendant des générations ont été morcelés en parcelles ne répondant plus à la logique du pastoralisme nomade. La cohabitation avec ce nouvel ordre n'a pas été une transition progressive. Elle a été imposée. L'accès limité aux terres de pâturage, la pression économique et la réduction de la mobilité ont profondément altéré un mode de vie fondé sur le déplacement permanent. Il n'a pas été nécessaire de faire disparaître le froid pour mettre le système en danger. Il a suffi d'empêcher le mouvement. À chaque fragmentation, le territoire disponible s'est réduit, et avec lui, la capacité de maintenir des pratiques dépendantes de vastes espaces ouverts. La perte n'a pas été soudaine ni spectaculaire. Elle a été progressive, silencieuse et difficile à inverser. De nombreuses communautés ont été contraintes d'abandonner des itinéraires ancestraux, modifiant des habitudes transmises de génération en génération. Ici, le danger ne surgit pas immédiatement. Il n'arrive ni avec une tempête, ni ne s'annonce par une fissure visible. Il progresse lentement. Le véritable risque apparaît lorsque le territoire commence à changer, lorsque les routes sont interrompues, lorsque le paysage ne répond plus aux règles qui ont soutenu ce mode de vie pendant des générations. Que se passe-t-il lorsqu'une culture a appris à survivre à la glace, mais que le monde qui l'entoure transforme ce territoire sans lui laisser le temps de s'adapter? Ce voyage ne s'arrête pas ici. Et nous arrivons alors dans un territoire où la glace n'oblige ni à fuir, ni à avancer. Elle demeure en hauteur, suspendue au-dessus de leur vie, depuis les montagnes. 6. Quechua. Vivre sous la glace. Dans les hauteurs de la cordillère des Andes, au-delà de 4500 mètres d'altitude, existent des communautés quechuas
qui vivent sous la présence constante de glaciers permanents. Il ne s'agit pas d'un paysage lointain, mais d'une masse vivante qui domine l'horizon et conditionne chaque aspect de la vie quotidienne. À cette altitude, l'air se fait rare. Chaque mouvement exige plus d'efforts qu'à l'ordinaire. L'hypoxie accompagne chaque journée. Respirer demande une énergie supplémentaire, la fatigue s'accumule rapidement et les tâches les plus simples deviennent des épreuves physiques. Lorsque la nuit tombe, le froid s'intensifie brutalement. Même en dehors de l'hiver, les températures atteignent des limites que le corps supporte à peine. La vie quotidienne s'organise autour de ce double défi, le manque d'oxygène et le froid extrême. Le temps se contracte, les déplacements sont mesurés avec précision et la marge d'erreur est réduite au minimum. Chaque décision est prise en sachant qu'il n'existe pas de seconde chance. Les glaciers ne sont pas un décor immobile, ils sont une source d'eau, des régulateurs naturels de l'environnement et, en même temps, une menace constante. Avalanches, effondrements de glace et ruptures de lacs glaciaires ont été documentés dans différentes régions andines, affectant des communautés entières en quelques minutes. Dans ces situations, le danger n'avance pas lentement. Il descend avec violence depuis la montagne. Mais la relation à la glace ne se limite pas aux risques physiques. Pour ces communautés, les glaciers sont des apus, des entités sacrées considérées comme les gardiens du territoire et des médiateurs entre le monde humain et le monde spirituel. Ils ne sont pas observés uniquement avec crainte, mais avec un profond respect. Leur présence fait partie de l'identité collective et de la manière de comprendre l'équilibre du monde. Pendant des générations, les rituels, les calendriers agricoles et les décisions communautaires se sont organisés autour de ces apus. Le glacier ne fournissait pas seulement de l'eau et une protection symbolique, il ordonnait le temps et l'espace. Il constituait un repère spirituel aussi important que physique. Lorsque la glace recule, la perte n'est pas uniquement matérielle. Il ne s'agit pas seulement de la diminution des ressources en eau ou de l'augmentation du risque de catastrophe. Un lien ancestral se brise. Une référence spirituelle sur laquelle reposait l'identité de la communauté disparaît. L'environnement change, mais la manière de comprendre le monde change aussi. Ici, le risque ne se mesure pas uniquement en avalanche ou en températures extrêmes. Il se mesure dans la perte de sens, dans la disparition d'un équilibre transmis pendant des siècles et qui ne peut être restauré une fois rompu. La fonte des glaces menace à la fois le corps et la mémoire collective. Alors, si un glacier sacré disparaît, que reste-t-il d'une culture née sous son ombre? Ce qui se perd n'est pas seulement la glace, c'est un système complet de repères qui donnait sens à la vie quotidienne. Ce parcours approche de sa limite. Nous arrivons au dernier territoire de ce voyage, le lieu où tout ce qui précède prend sens. Car ici, la glace n'accompagne pas la vie et ne la met pas à l'épreuve, elle la contrôle. 7. Tchouktchès. Quand la glace est tout. À cette extrémité de la planète, la glace n'entoure pas la vie, elle la structure. À l'extrême nord-est de la Sibérie, face à la mer de Bering, la Terre se resserre jusqu'à presque disparaître. Pendant une grande partie de l'année, l'océan se fige et le monde extérieur se trouve à une distance difficile à imaginer. Ici, pendant des siècles, la présence humaine s'est maintenue à l'une des limites habitables de la planète, sans route de contact stable et sans possibilité d'aide extérieure en cas d'erreur. La vie quotidienne s'organise autour de la glace marine, non pas comme un décor occasionnel, mais comme une surface active de travail, de déplacement et de subsistance. C'est sur elle que l'on chasse, que l'on transporte les ressources et que l'on prend des décisions qui engagent l'ensemble du groupe. La glace n'est pas un arrière-plan. Elle est à la fois chemin, frontière et moyen de subsistance. Avant de partir, rien n'est improvisé. On observe des signaux infimes qui passeraient inaperçus pour un étranger.
la direction exacte du vent, le son de la glace lorsqu'elle se tend sous le poids, la couleur de la surface, la manière dont la mer réagit sous les pieds. Chaque détail compte, car ici une décision erronée ne laisse aucune marge de correction. Il n'y a pas de seconde chance. L'isolement historique de ce territoire a été long. Pendant des générations, il n'existait ni route commerciale stable, ni soutiens extérieurs auxquels recourir dans des situations extrêmes. Cette distance a imposé la construction d'une société où la coopération n'était ni une vertu morale, ni un idéal abstrait. C'était une condition indispensable pour continuer d'exister. Personne ne survit seul dans cet environnement. Ici, le froid n'est pas seulement un facteur environnemental, c'est un système social à part entière. Il détermine quand partir chasser, comment répartir, les ressources, quelles décisions se prennent collectivement et lesquelles ne sont jamais prises individuellement. L'erreur d'une seule personne peut compromettre tout le groupe. C'est pourquoi les décisions majeures ne reposent pas sur des individus isolés, mais sur l'expérience partagée. Rien n'est laissé au hasard. Le savoir se transmet avec une précision extrême, car il ne s'agit ni de traditions symboliques, ni de coutumes culturelles. C'est une information vitale. Savoir lire la glace, le vent et la mer est aussi essentiel que savoir marcher ou respirer dans cet environnement. Chaque génération apprend en observant, en écoutant et en corrigeant les erreurs avant qu'elles ne deviennent irréversibles. Ce savoir se construit dans le temps grâce à une observation constante et à la mémoire accumulée des réussites et des échecs passés. Nombre de ces corrections n'ont laissé aucune seconde chance et c'est précisément pour cela qu'elles sont devenues des règles non écrites, encore respectées aujourd'hui. Mais cet équilibre est extrêmement fragile. Lorsqu'une génération cesse d'apprendre à interpréter l'environnement, ce n'est pas une compétence isolée qui disparaît. C'est toute une chaîne de transmission qui se rompt, celle qui a permis d'habiter ce territoire pendant des siècles. Ici, il n'existe aucune possibilité de réinventer la vie à partir de zéro. L'environnement ne le permet pas, et c'est ici que tout prend sens. La limite de la survie humaine ne se situe ni dans le froid, ni dans la glace, ni dans l'isolement extrême. Elle se trouve à l'instant où le savoir cesse de se transmettre d'une génération à l'autre. Dans ces territoires, il n'existe que deux voies possibles: la mémoire accumulée ou la disparition. Et pour comprendre ce dont nous parlons réellement, retiens cette idée essentielle. Dans beaucoup de ces peuples, le savoir ne se conserve ni dans des livres ni dans des archives. Il ne peut pas être récupéré plus tard. Il n'existe que tant qu'il est pratiqué au moment précis où l'environnement l'exige. Lorsqu'une génération cesse de le transmettre, ce savoir disparaît. Et maintenant, la question finale est entre tes mains. Laquelle de ces 7 cultures t'a le plus marqué? Et pourquoi? Merci d'être allé jusqu'au bout et de faire partie de ce voyage. Si tu penses que ce parcours ne devrait pas s'achever dans le silence, fais-le nous savoir en écrivant dans les commentaires le mot-clé « glace ». Et si ce voyage t'a amené à regarder la glace autrement, abonne-toi à Chronamonde et active les notifications. Souviens-toi, ceci n'est pas une fin, c'est le début de nombreux autres voyages. À bientôt pour la prochaine destination.